Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames, messieurs, je n'oublie pas non plus les professeurs de l'ISAS qui sont là. Je vais essayer de... Pardon pour ma voix, je commence à être enroué, je vais faire comme je peux. Je vais vous parler de l'efficacité de la lutte antiterroriste, ce qui pourrait interpeller tant d'habitude, quand on entend parler de justice, on a plutôt l'habitude d'entendre parler de son inefficacité, puisque on sait que la majorité de nos concitoyens lui reprochent d'être trop longue, trop complexe, difficile d'accès, peu compréhensible. Donc, on pourrait penser que c'est une gageure de parler de ça pour le terrorisme. Je pense que non. Et je vais essayer de vous le démontrer en vous faisant un petit peu d'histoire quand même, et puis en vous expliquant les piliers sur lesquels repose cette organisation et comment elle fonctionne. Le terrorisme, c'est un crime contre l'État qui a pour but de s'attaquer au fondement même du contrat social sur lequel repose la paix publique. Le terrorisme, il appartient, on a pu dire, à la guerre des temps modernes, alors que pourtant, il n'est pas de l'ordre de la guerre, mais il est bien de l'ordre du crime. Camus disait du terrorisme que c'était une arme vicieuse. Je pense qu'il employait ce mot en relation avec l'absence de scrupules de tout terroriste, puisque finalement, ce qui va caractériser le terroriste, c'est le choix d'assassiner quiconque se trouve sur son chemin, sur le chemin de sa cause. Le terrorisme donc n'a pas de scrupules, et particulièrement avec les formes modernes telles que le terrorisme djihadiste, on voit bien que il n'y a pas de scrupules et qu'on est de plus en plus sur la recherche de cibles indistinctes. C'est pour ça que c'est une arme vicieuse, parce qu'effectivement, je pense que cette démarche, en réalité, fait perdre aux terroristes, quelle que puisse être la légitimité de sa cause, ça lui fait perdre toute légitimité, à raison justement de ce non-choix moral auquel il va se livrer. Le terrorisme, en fait, il est intéressant à évoquer parce qu'il place toujours tous les pays, et on va parler surtout des démocraties, face à un dilemme quant à la forme de réponse qui paraît la plus appropriée. Le terrorisme conduit toujours à se demander si, face à une telle attaque, tous les principes de droit et de justice doivent être maintenus. Il conduit à se demander si la justice devant laquelle vont comparaître les terroristes doit être la même que celle jugeant les autres criminels, les criminels ordinaires, ou si, au contraire, leurs actes sont tels qu'il faut que cette justice soit spéciale et fonctionne suivant des règles tout à fait spécifiques. Personne n'échappe à ce dilemme. Les plus grandes démocraties occidentales l'ont connu, avec des choix qui ne vont pas de soi et qui peuvent parfois être très différents. Je vous rappelle le choix qui avait été fait par les États-Unis après les attentats du 11 septembre, qui ont vu, quelques jours après leur commission, le président américain de l'époque, je crois que c'était M. Bush, signer un décret présidentiel excluant des droits les plus élémentaires de tout citoyen, et notamment l'habeas corpus, les gens qui étaient suspects d'avoir été mêlés de près ou de loin à ces attentats, décret qui a permis par la suite de les emprisonnés sur une enclave qui était quelque part une zone de non-droit, puisque c'était situé sur une partie du Nil au milieu des Caraïbes. Ce débat, on l'a eu aussi en France. On l'a eu aussi en France, et il ne s'est pas résolu de la même façon et avec la même histoire. Je vous disais que je ferai un peu d'histoire, je ne vais pas remonter bien loin, je vous rassure. La guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, à partir de la Toussaint Rouge et des années de Brest qui ont suivi et qui ont vu se multiplier dans un premier temps les attentats du FLN, puis les attentats commis par l'OS, ont entraîné à l'époque une réponse tout à fait elle aussi spéciale de la part de l'État français, qui a décidé de confier la réponse à ces actes terroristes à une juridiction spéciale qui était la Cour de sûreté de l'État, qui fonctionnait suivant des règles tout à fait spécifiques, tout à fait dérogatoires au droit commun. On n'était pas vraiment dans le cadre du procès équitable. Juridiction qui était composée à la fois d'officiers supérieurs, donc des militaires, et de magistrats civils. Cette juridiction a donc fonctionné pendant quelques années, sanctionnant les uns et les autres.
jusqu'à ce que, en 1981, se déroule la campagne pour l'élection présidentielle. Et on sait qu'à cette époque, il y a un président qui va d'ailleurs être élu, François Mitterrand, qui met dans ses promesses de campagne la suppression de la Cour de sûreté de l'État au cas où il serait élu. Il est élu, il respecte sa promesse de campagne et il va supprimer donc la Cour de sûreté de l'État très vite après son élection. Et il va s'en suivre une période extrêmement compliquée qu'on a parfois tendance à oublier, qui va durer 5 ans, de 1981 à l'automne 1986, qui va voir donc la France démunie d'outils particuliers pour enquêter, instruire et juger les affaires de terroristes. Il n'y a pas une juridiction spécialisée. Chaque attentat est géré par le parquet et le juge d'instruction du lieu où ils ont été commis. Et cette époque va être particulièrement compliquée parce que la France, à cette époque, est le théâtre de multiples formes de terrorisme, du terrorisme international, avec toutes les menées de la Libye et de l'Iran, du terrorisme, bien sûr, plus classique qu'on retrouve encore aujourd'hui, kurde. À l'époque, il y avait le terrorisme basque, le terrorisme corse, et puis surtout le terrorisme palestinien sous différentes formes, à travers des organisations bien connues, le FPLP, Front de libération de la Palestine, les forces armées révolutionnaires libanaises, l'armée de libération de l'Arménie, la Salah, le Hezbollah, plus le terrorisme d'ultra-gauche avec à l'époque Action Directe et ses petits cousins en Allemagne et en Italie avec les fractions armées rouges et les brigades rouges. Donc une période extrêmement compliquée pendant laquelle vous pouviez avoir, notamment au cours des années 85-86, plusieurs attentats par mois, notamment à l'explosif, dans des, je pense au point chaud des Champs-Élysées, ou des enlèvements de diplomates, ou des assassinats, effectivement, de personnalités en lien avec les thématiques que j'évoquais. Jusqu'au jour où, 1986, on arrive en réalité à ce qui va être la première cohabitation, donc imposée par le peuple français à François Mitterrand, avec l'arrivée effectivement d'un gouvernement qui va être dirigé par M. Chirac, et qui arrive à une époque au cours de laquelle véritablement on va, j'allais dire, toucher le fond en termes d'organisation. On est confronté à ce moment-là aux actes terroristes commis par les forces armées révolutionnaires libanaises qui se livrent à un certain nombre d'attentats, souvent des enlèvements de diplomates suivis d'assassinats. Et on va avoir à traiter 4 dossiers confiés à des juges d'instruction. Il y a un dossier à Paris, un dossier à Lille, un dossier à Strasbourg et un dossier à Lyon. Et ces 4 juges d'instruction vont s'avérer incapables de s'entendre sur un service d'enquête unique, alors que les gens sur lesquels ils enquêtent sont les mêmes. Ils ne vont pas arriver à s'entendre sur la désignation d'un service d'enquête unique pour traiter tout ça. Le Parisien veut travailler avec la brigade criminelle de la préfecture de police. À Lille, c'est la PJ Lille. À Strasbourg, c'est la gendarmerie section de recherche. Et à Lyon, c'est la PJ Lyon. Et donc le pouvoir politique, en 86, a décidé de taper sur la table en disant que ça suffisait et a décidé, donc effectivement, de reconstruire la réponse au terrorisme dans le cadre, effectivement, de l'état de droit, en confiant cette réponse à l'institution judiciaire. Et ce choix, en réalité, revêtu une démarche singulière et en plusieurs étapes. La première étape, ça a été de définir le terrorisme. Alors, ça peut paraître curieux de dire ça, mais ce n'est pas quelque chose de simple à définir. Il faut d'ailleurs savoir que à l'échelon planétaire, il n'y a pas de définition universelle du terrorisme. On n'est jamais arrivé à conclure et à signer une convention universelle définissant le terrorisme pour l'ensemble de la planète. Ça s'est avéré impossible depuis des dizaines d'années, parce que ce débat est pollué en réalité par les guerres de libération nationale qui peuvent voir parfois arriver à la tête de gouvernement des gens qui ont pu être des terroristes. Donc il n'y a pas de définition du terrorisme. Vous avez des définitions dans lesquelles la définition est politique. Je prends un exemple tiré de l'actualité récente, la Turquie. La Turquie est terroriste, celui qui notamment va déstabiliser les institutions de la République. Ça peut permettre d'aller très loin. En France, on a fait le choix, à cette époque, d'une définition juridique qui était en réalité une circonstance aggravante qui, si elle existait, en plus du crime ou du délit commis, venait aggraver la peine qui était encourue. Et donc, à l'époque, nos gouvernants ont fait adopter
ont présenté une loi qui a été adoptée, qui contient un article du Code pénal, qui est l'article 421-1, qui vous dit, je ne vais pas faire beaucoup de lecture, mais celle-là, il faut la faire, constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et s'ensuit une liste d'infractions, assassinat, meurtre, vol, extorsion, chantage, violence volontaire, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc le mobile, dans cette définition du terrorisme, c'est donc effectivement un trouble, c'est effectivement la volonté de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est donc une définition juridique où le terrorisme est défini par rapport à sa finalité. Finalité donc de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Et cette justice spécialisée, elle a été construite en fait sur deux piliers, en écho effectivement à la situation d'anarchie judiciaire et policière que j'évoquais tout à l'heure. Elle a été construite sur deux piliers qui sont très simples. Le premier, c'est celui de la centralisation, et le second, c'est celui de la spécialisation. Alors la centralisation, qu'est-ce que c'est ? La centralisation, c'est quelque chose qui consiste en réalité à centraliser à Paris toutes les enquêtes, toutes les instructions, toutes les poursuites, tous les jugements et toute l'application des peines des gens qui auraient commis des infractions terroristes. C'est-à-dire que ces affaires n'ont vocation à être connues que par, effectivement, un tribunal en France, le tribunal de Paris, à travers, effectivement, un parquet spécialisé, un pôle d'instruction spécialisé et des juges spécialisés. Donc, centralisation. Le second pilier, c'est la spécialisation. Alors, la spécialisation, déjà, c'est justice spécialisée, c'est pas justice spéciale. Une justice spéciale, c'est une justice qui fonctionne suivant des règles dérogatoires au droit commun et aux grands principes conventionnels, qui n'est pas forcément dans les grandes règles qu'on connaît du procès équitable. Une justice spécialisée, c'est pas ça. Une justice spécialisée, c'est une justice qui obéit aux grandes règles du procès équitable, aux grands principes conventionnels, mais qui est spécialisée, c'est-à-dire qu'elle va être menée, conduite par des acteurs spécialisés qui ont acquis une véritable compétence à la suite des formations qu'ils ont eues et de l'expérience qu'ils ont acquise. Cette spécialisation, elle se traduit donc effectivement par l'existence d'un parquet spécialisé. Jusqu'en 2019, Yannick David l'a dit, c'était donc le parquet de Paris. Depuis 2019, c'est un parquet national antiterroriste. Et pour l'instruction, c'est un pôle spécialisé avec 13 juges d'instruction au tribunal de Paris. C'est une chambre spécialisée pour les jugés, c'est la 16e chambre du tribunal de Paris. C'est une cour d'assises spéciale avec 5 ou 7 magistrats plus ou moins spécialisés. Et enfin, des juges d'application des peines spécialisés, 3, qui vont donc statuer sur l'application des peines de toute personne condamnée pour des faits de terrorisme. Et cette justice, elle s'appuie aussi sur des acteurs de police et de gendarmerie spécialisés, puisqu'elle travaille avec des services composés aussi d'analystes de haut niveau. Je pense notamment à la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, la SDAT, sous direction de l'antiterrorisme, qui est une direction du ministère de l'Intérieur, la section antiterroriste de la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris, et pour la gendarmerie, les sections de recherche et ce qu'on appelle le BELAT, c'est-à-dire le bureau de la lutte antiterroriste. Cette justice antiterroriste, il faut comprendre qu'elle travaille suivant des process particuliers, mais qu'elle ne s'occupe pas de tout et qu'elle ne s'occupe que de terrorisme. Alors pourquoi dis-je qu'elle ne s'occupe pas de tout ? Notamment, elle ne s'occupe pas de radicalisation. La radicalisation, ça n'est pas la compétence de la justice terroriste. Si la radicalisation ne se traduit que par des idées radicales, on peut en penser ce qu'on veut, on est dans la liberté d'expression, et la justice n'a pas vocation à intervenir. La prévention davantage, bien évidemment, notamment sous l'égide des préfets, à travers ces fameux GED qui fonctionnent dans chaque département. La justice antiterroriste, elle intervient en réalité sur deux domaines très particuliers. Le premier, c'est celui des attentats. Le second, c'est celui de la radicalisation violente. Donc je vais développer ça très rapidement. Les attentats, bien évidemment, c'est ce qui va amener la justice à s'intéresser à des attentats qui auraient été commis ou tentés. Vous savez qu'en droit pénal, il y a un principe qui fait que
on doit rendre des comptes pénalement, on peut être condamné et déclaré coupable et condamné à une peine à partir du moment où on a commis ou tenté de commettre une infraction. En matière de terrorisme, on a une carte supplémentaire, c'est qu'on peut s'intéresser aussi à ceux qui ont préparé l'infraction, puisqu'on dispose d'une infraction très particulière que je développerai tout à l'heure, qui est l'association de malfaiteurs terroristes, qui permet de s'intéresser aux préparations d'un attentat et qui permet donc d'intervenir de façon, je pense, plus intelligente en amont de l'acte, avant qu'il soit commis, ce qui est effectivement la façon la plus intelligente qui soit pour éviter des victimes. Donc, premier champ d'application, les attentats commis, tentés ou préparés. Et le deuxième, c'est celui qu'on appelle de la radicalisation violente. En réalité, le champ de la radicalisation violente, c'est le champ de toutes les personnes qui développent des idées terroristes, notamment djihadistes, et qui vont adhérer à un moment ou à un autre à une organisation terroriste. En adhérant à une organisation terroriste, eh ben, ils commettent ce délit, effectivement, d'association de malfaiteurs terroristes, puisqu'ils adhèrent à une organisation qui a pour but de commettre des actes terroristes et qui sont donc effectivement incriminés par le code pénal. Cette infraction, aujourd'hui, elle est véritablement pivot dans notre droit, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas aujourd'hui un dossier en matière de terrorisme qui ne vise pas cette association de malfaiteurs terroristes. Parce que cette association de malfaiteurs terroristes, elle permet effectivement aux policiers, aux enquêteurs et aux juges d'instruction ou au parquet saisi d'un dossier de s'intéresser, notamment dans le cadre d'un attentat, à tous ceux qui auraient commis, tenté, mais aussi préparé. Donc ça donne un spectre extrêmement large aux enquêteurs pour effectivement permettre de cibler la totalité des responsabilités. Et c'est véritablement une infraction véritablement pivot qui, encore une fois, permet de travailler en amont et d'éviter le pire, j'y reviendrai. C'est une infraction pivot, et pour comprendre la suite de mon raisonnement, c'est une infraction en réalité à 3 étages. Cette infraction, elle est apparue en 1996 sous une forme classique, l'association de malfaiteurs terroristes. La loi vous dit que constitue un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme, donc tous les attentats que vous pouvez imaginer. Ça, c'est le premier niveau de cette construction à 3 étages. C'est un délit de base qui rend les terroristes qui l'ont commis passibles d'une peine de 10 ans de prison. Vous avez un deuxième étage, qui est l'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre un crime, ou un crime d'atteinte aux personnes, ou un crime exposant les gens à un danger, en fait les meurtres, les assassinats ou les destructions par explosif ou par incendie. Si l'association de malfaiteurs terroristes à laquelle on adhère a pour but effectivement de préparer des crimes, d'assassinat et de meurtre, c'est plus grave, et la peine encourue, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Et enfin, il y a un dernier étage qui est réservé aux chefs des organisations, qui s'appelle la direction de groupement terroriste, qui, lui, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Dans le cadre de ce dispositif que j'évoque, et ça en sera fini avec les rappels théoriques, je passerai à des choses plus pratiques et peut-être plus abordables, on dispose aussi d'une procédure particulière. C'est-à-dire que le législateur, pour assurer l'efficacité des magistrats et des enquêteurs, l'efficacité de la justice antiterroriste, n'a pas voulu que les enquêteurs disposent des techniques classiques que peut utiliser par exemple un gendarme ou un policier dans le cadre d'une enquête pour cambriolage. Comme le terrorisme cause un trouble très grave à l'ordre social, on a donné la possibilité à la justice antiterroriste d'utiliser ce qu'on appelle des techniques dérogatoires du droit commun ou encore des techniques spéciales d'enquête dont l'usage est réservé aux infractions les plus graves. En fait, aujourd'hui, c'est réservé au terrorisme, à la criminalité organisée et à la cybercriminalité, pour certaines d'entre elles. Qu'est-ce que c'est, ces techniques ? Ce sont des techniques de procédure qui sont donc dérogatoires du droit commun, qui sont très attentatoires aux libertés,
c'est aussi pour ça qu'elles sont efficaces, et qui ne peuvent être utilisées que sur autorisation d'un juge. Le procureur n'a pas la possibilité de les autoriser. Il faut qu'il aille demander la permission de les utiliser à un juge du siège, le juge des libertés de la détention. Alors c'est la garde à vue de 6 jours. On peut aller jusqu'à 6 jours en matière de terrorisme dans certains cas. C'est la possibilité de faire des perquisitions de nuit, donc à n'importe quelle heure, y compris au domicile. La possibilité d'aller sonoriser des véhicules ou des appartements. La possibilité de faire ce qu'on appelle les IMSI catchers, donc sur un périmètre donné, de capter toutes les données de téléphonie mobile qui vont effectivement exister et fonctionner à proximité. La possibilité de faire des infiltrations, la possibilité de faire des enquêtes sous pseudonyme. Donc c'est effectivement des choses qui sont efficaces, mais attentatoires aux libertés, et donc, je répète, soumises à l'autorisation d'un juge du siège. Alors comment est-ce qu'on travaille avec tout ça? Il y a en réalité 2 façons pour la justice, effectivement, de traiter ces dossiers. La première façon est la plus tragique, celle que tout le monde aimerait pouvoir éviter, parce qu'un attentat, c'est toujours vécu comme un constat d'échec. La première façon de travailler, c'est celle qui consiste à intervenir sur un attentat qui a été tenté ou commis. Et effectivement, donc, dans une situation où les terroristes s'apprêtaient à faire quelque chose, sont passés à l'acte, et souvent on fait des tas de victimes. Dans ce cas-là, bien évidemment, comme n'importe quel crime ou délit, vous allez avoir une enquête qui va être ouverte par le procureur, qui va saisir les services de police spécialisés, et une enquête va être diligentée. La deuxième façon de travailler, et c'est celle qui certainement concerne le plus de dossiers, c'est celle qui consiste à travailler avec les services de renseignement qui, dans le cadre de leur mission de prévention du terrorisme, sont amenés à suivre toutes les personnes qu'ils connaissent et qui sont suspectes de radicalisation violente ou qui sont suspects d'appartenir à des organisations terroristes, ça peut être djihadistes, ultra-droite, tout ce que vous pouvez imaginer, et qui donc va consister, lorsque le service de renseignement a un renseignement qui est suffisamment mûr, suffisamment établi, va aller voir le procureur de la République, donc de Paris, pour lui expliquer le renseignement qu'il a développé. Et si le procureur estime que ce renseignement est suffisamment mûr, eh bien, le procureur il va décider d'ouvrir une enquête qu'il confiera à des officiers de police judiciaire, donc pour association de malfaiteurs terroristes. Ce sont effectivement les 2 créneaux d'entrée traditionnels dans lesquels s'exerce le travail effectivement de la justice antiterroriste. On a été confronté à l'époque où j'étais au parquet de Paris à un certain nombre de difficultés, et c'est là-dessus que je voudrais maintenant me concentrer, avec effectivement une approche qui est nécessairement réductrice, mais on ne peut parler le mieux que ce dont on connaît. Donc moi, je me tiendrai à la période que j'ai connue quand j'étais procureur de Paris, de fin 2011 à fin 2018, au cours de laquelle on a effectivement été confronté à un certain nombre d'enjeux majeurs, 2 en réalité, et qui sont d'une part les départs en Syrie et d'autre part la gestion des attentats. Alors, je vais commencer par les départs en Syrie. Je vous ramène donc à cette époque, la guerre civile en Syrie, qui est une guerre compliquée parce que c'est un conflit qui est à la fois politique, ethnique et religieux, démarre au mois de mars 2011, avec au début des opposants à Bachar el-Assad qui vont créer l'armée syrienne libre, et petit à petit des organisations qui n'ont rien à voir avec cette armée syrienne libre, qui vont armer des sortes de milices et qui vont elles aussi aller faire la guerre à Bachar el-Assad, avec notamment à l'époque une organisation qui s'appelle le Front al-Nosra, qui est dirigée à l'époque par M. al-Joulani, qui est devenu depuis le président de l'actuelle Syrie. On aurait pu penser à l'époque qu'on était face, j'allais dire, à un phénomène qui aurait pu être comparé à celui des brigadistes et des brigades internationales au moment de la guerre civile en Espagne, où tout un tas de républicains européens sont partis en Espagne pour renforcer le front républicain et se battre contre Franco. On s'est très vite rendu compte, grâce aux services de renseignement, que ce n'était pas ça du tout, et que ça n'avait même rien à voir, parce que les services de renseignement nous ont vite ouvert les yeux sur cette situation. En réalité, les jeunes Français, jeunes ou moins jeunes, qui partaient en Syrie,
ne partaient pas du tout pour intégrer l'armée syrienne libre, qui d'ailleurs ne recrutait pas d'étrangers. Ils partaient tous pour rejoindre les organisations djihadistes, et notamment à l'époque le Front al-Nosra, puis Daesh. Et surtout, tous les gens qui partaient en Syrie étaient des gens qui étaient connus à raison de leur extrême radicalisation. Ce problème a été très important. On a eu des enjeux massifs qui ont posé des problèmes justement parce qu'ils étaient massifs. Moi, je répète toujours qu'il faut savoir qu'il y a eu à cette époque 6000 djihadistes européens qui sont partis en Syrie. Il faut savoir que notre pays a fourni 32% de ce contingent. Donc 32% des djihadistes européens viennent de chez nous, à peu près 2000 Françaises et Français. Et c'était pas sans poser des problèmes, parce que ces phénomènes de départ sur zone, comme on dit, on les connaissait, mais pas avec la même appréciation et pas la même consistance. On avait connu des épisodes qui n'étaient pas des départs en masse au Sahel. On avait connu des épisodes de départ de djihadistes en Afghanistan et au Pakistan, mais ce n'était pas la même chose. Le Sahel ou la zone pakistano-afghane, c'est loin, on n'y va pas comme ça, c'est des voyages compliqués, il faut souvent passer par plusieurs pays. La Syrie, c'est à côté. Il suffisait de prendre un billet d'avion pour aller à Gaziantep, d'avoir un passeur. En 4 heures d'avion, eh ben, on est en Turquie. Et donc, le retour en France de gens qui avaient été formés militairement là-bas pouvait se faire dans des délais aussi rapides, avec effectivement un risque d'attentat accru, compte tenu du retour en France de ces gens qui avaient été formés militairement là-bas. Donc on a travaillé dans le cadre de tout ça, grâce à une avancée notable obtenue par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve. On avait des relations très compliquées avec la Turquie, je dis ça à l'historien du droit. On avait des relations compliquées avec la Turquie, empoisonnées par le problème kurde, parce que la Turquie demande depuis très longtemps à la France l'extradition de terroristes kurdes, qu'en général la France refuse pour cause de suspicion de mauvais traitement s'ils arrivent en Turquie. Donc les relations avec la Turquie n'ont jamais été simples. Comme on n'extrade pas, la Turquie n'extradait pas non plus. Et Bernard Cazeneuve est arrivé en réalité à conclure avec les autorités turques ce qui est resté connu sous le nom de protocole Cazeneuve, c'est-à-dire que la Turquie a accepté d'expulser sans autre forme de procès vers la France tout djihadiste français qui aurait été arrêté à la frontière syrienne ou chez eux. Et grâce à ça, on a eu effectivement la possibilité de récupérer à leur descente d'avion, à Orly ou à Roissy, des centaines et des centaines de djihadistes qui revenaient en France et qui avaient été expulsés. C'est un enjeu qui a été difficile à relever parce que, encore une fois, j'évoquais le chiffre de 2000 djihadistes. On avait des renseignements sur 2000 djihadistes français partis en Syrie. L'enjeu pour nous, c'était de les judiciariser, c'est-à-dire de convertir en procédure judiciaire les renseignements recueillis par les services d'information contre ces gens-là. Et ça, c'était une tâche qui était difficile parce que, vous savez que c'est le parquet qui doit ramener la charge de la preuve. Et dans ce cadre-là, il y avait un certain nombre de choses à prouver. Il fallait bien sûr prouver qu'ils étaient partis en Syrie, mais ça ne suffisait pas. Ils auraient pu aller en Syrie faire du tourisme. Il fallait aussi rapporter la preuve qu'ils étaient partis en Syrie pour rejoindre une organisation djihadiste. Et petit à petit, on a relevé cet enjeu en judiciarisant petit à petit ces procédures. Je me souviens des premières ouvertures d'enquête l'année 2012, où on n'avait pas plus d'une dizaine d'enquêtes qui étaient ouvertes. En 2017-2018, on en avait des centaines. Et on est arrivé à judiciariser comme ça à peu près 1800 citoyens français, qui sont donc devenus justiciables des tribunaux et des cours d'assises françaises, et qu'on est arrivé à poursuivre, à faire juger, et pour la très très grande majorité à faire condamner. Ça a été le premier enjeu. Le second, ça a été la gestion des attentats. Alors, l'État a bien sûr répondu fortement à ces attentats. Je vous rappelle tout ce qui s'est passé après Charlie Hebdo, les décisions politiques qui ont été prises après vendredi 13, avec notamment la proclamation de l'état d'urgence dans les heures suivant l'attentat, dans la nuit du 13 au 14, par le président de la République. C'est pas de ça que je vais parler. Je ne parlerai pas non plus du durcissement de la législation antiterroriste après ces attentats. Un certain nombre de lois ont été votées pour venir durcir, aggraver les peines encourues par les terroristes et venir aussi durcir
les régimes d'application des peines avec des lois qui ont en fait exclu les terroristes de toutes les possibilités légales d'accès à la libération conditionnelle, à la permission de sortie, à la semi-liberté, etc. C'est pas ça que je voudrais développer. Je voudrais développer plutôt le côté que j'ai connu, qui est celui de la gestion des attentats par le parquet. Alors, il faut peut-être commencer d'abord par rappeler les compétences du parquet. Donc, à cette époque, le parquet de Paris, mais c'est exactement la même chose aujourd'hui pour le parquet national antiterroriste. Le parquet antiterroriste a beaucoup de compétences face à un attentat qui a été commis. Alors, la première, bien sûr, j'enfonce une porte ouverte, c'est de qualifier les faits. Donc c'est le parquet, sans aucune instruction du politique, qui va devoir qualifier si les faits commis sont terroristes ou ne le sont pas. Des fois c'est facile. Le vendredi 13, par exemple, on n'a pas eu besoin de beaucoup de minutes pour le décider. Il y a des cas qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus problématiques. Je pense par exemple à l'affaire de Nice. Une affaire tirée de l'actualité dans l'île d'Oléron il y a quelques semaines, ça peut être des fois extrêmement compliqué. Donc on va qualifier les faits. Si on qualifie de terroriste, on va se saisir. Une fois qu'on est saisi, il va falloir choisir les services d'enquête avec lesquels on va travailler. En général, il y en a 3. La DGSI, la SDAT, service de la sous-direction de l'antiterrorisme, et le service local de police judiciaire. Et comme ça fait beaucoup de monde, vendredi 13, c'est à peu près 1 millier d'officiers de police judiciaire qui travaillent ensemble. Il faut choisir un service coordonnateur parce qu'il faut un pilote dans l'avion et il faut effectivement coordonner tout ça en lien avec le parquet. Il faut ensuite organiser les scènes de crime, c'est-à-dire s'assurer que chaque scène de crime est couverte par la police technique et scientifique et un représentant du parquet. Vendredi 13, par exemple, il y avait 10 scènes de crime, 10 lieux d'attentat. Il faut ensuite, on va dire, diriger l'enquête et la sécuriser, c'est-à-dire que le parquet va avoir son mot à dire sur l'évolution des investigations, et c'est aussi le parquet qui va demander au juge d'autoriser tous les actes attentatoires aux libertés dont je vous parlais tout à l'heure, dont la police a besoin pour conduire son enquête. On a ensuite des compétences en matière de médecine légale, puisque c'est le procureur qui va décider est-ce qu'il y a des autopsies, qui j'autopsie pas, dans quel cas autopsie, dans quel cas examen de corps, dans quel cas scanner. On participe enfin au dispositif d'aide aux victimes, hein, donc dans les dispositifs de prise en charge des victimes, pour les informer. Et on avait aussi à l'époque une tâche très importante, 2 tâches très importantes. La première, c'était de signaler au fonds de garantie des victimes l'identité de chaque victime pour que le fonds puisse lui faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans le mois suivant l'attentat. Donc c'est quelque chose d'important, qui peut être très simple quand vous avez peu de victimes. Quand il y en a des centaines, ça devient très compliqué. Et on devait aussi établir ce qu'on appelait la liste unique des victimes, donc une liste avec les noms des tués, des blessés et des impliqués. Sur un attentat comme le vendredi 13 ou Nice, c'est colossal. La liste unique des victimes de l'attentat de Nice, 2 ans après l'attentat, n'était pas encore terminée. Pour vous dire la difficulté de ce genre d'exercice. 2 autres compétences encore. Lancer la coopération internationale. Il n'y a plus aujourd'hui d'affaires terroristes sans cette dimension de coopération internationale. Et la dimension coopération internationale est très importante parce que la qualité de la coopération internationale peut faire réussir ou échouer les investigations. Et enfin, la communication. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de choses entre les mains d'un seul parquet. Alors, le procureur n'est pas tout seul. Moi, à l'époque, à Paris, j'avais 135 procureurs avec moi. Et on avait, et c'est ça qu'on a utilisé, notamment le soir du vendredi 13, à disposition un outil qui, en fait, s'apparente à de la gestion de crise. La gestion de crise, on la connaît bien dans la sécurité civile, hein, par sous le contrôle de monsieur le préfet, on la connaît bien dans l'armée, on la connaît bien dans des tas de pans de notre société. Pour arriver à gérer une crise correctement, il faut savoir prévoir, il faut planifier, il faut organiser et il faut évaluer. On avait à l'époque au parquet de Paris un plan de crise qui consistait effectivement, dans ce type de circonstances, à activer une cellule de crise qu'on appelait cellule de crise C1. C1, c'était la section antiterroriste, et qui consistait effectivement à rappeler des collègues
qui appartenait aux permanences criminelles et permanences criminalité organisée, qui habitaient à Paris ou en proche banlieue, pour venir immédiatement au parquet, renforcer la section antiterroriste, de manière à créer une sorte d'état-major permanent qui allait fonctionner autant de temps qu'on en aurait besoin, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour les attentats du vendredi 13, comme ça, moins d'une heure après l'attentat, j'ai pris la décision d'activer cette cellule de crise. Et donc on a fait revenir une quinzaine de magistrats qui sont venus renforcer la section antiterroriste. Et on a pu donc faire fonctionner cette section, qui fonctionne un peu comme une salle d'état-major militaire, hein, dans une salle avec des écrans, des ordinateurs, un numéro de téléphone unique dédié, qui est mis à la disposition de tous les partenaires, des écrans de télé, un écran qui permet de redater tous les événements qui vont se produire, des cartes murales, et puis une organisation en atelier qui fonctionne d'ailleurs souvent en miroir avec la même organisation au niveau de la police judiciaire. Donc cette cellule de crise, en fait, ce soir-là, elle a été activée et elle a fonctionné pendant 7 ou 8 jours en nécessitant, en mobilisant 37 magistrats et 12 greffiers. Voilà. On a aussi, dans ce cadre-là, pu évaluer, puisque chaque attentat qu'on gérait, on organisait ce qu'on appelait un rétex, retour d'expérience, qui consistait donc, après l'attentat, à faire venir les chefs de la médecine légale et tous les acteurs de la police et du renseignement pour se mettre autour d'une table et essayer de faire la part des choses pour évaluer et déterminer ce qui avait bien fonctionné, ce qui pouvait être amélioré, et ce qui avait mal fonctionné méritait d'être corrigé. Et cet exercice, on l'a fait effectivement chaque fois. C'est ça, je pense, qui a permis, à l'époque, compte tenu de la localisation de la section antiterroriste au sein du parquet de Paris, de bénéficier de façon extrêmement réactive du renfort de tous ces procureurs pour venir effectivement faire face aux investigations dictées par ces investigations. Et je ne vais pas revenir sur des épisodes que tout le monde connaît, mais je rappellerai quand même que ces faits, que ce soit Charlie Hebdo ou Vendredi 13, sont des périodes extrêmement sensibles et stratégiques parce qu'après l'attentat, on se trouve dans une dynamique de traque, puisque dans ces deux cas, on a des terroristes qui ont commis des attentats extrêmement graves, avec beaucoup de victimes, qui sont dans la nature, avec de l'armement lourd, et qui sont susceptibles de recommencer. Donc il faut les identifier le plus vite possible, retrouver leurs traces et les arrêter ou les neutraliser. Et c'est effectivement, je pense, ce dispositif de cellules de crise qui a permis effectivement au parquet de remplir ses compétences au regard effectivement de l'organisation millimétrée qui avait été celle de la police judiciaire dans ce dossier. Encore une fois, des organisations vraiment mastodontes, hein, je disais 1 millier d'OPJ. Hein, ce dossier du vendredi 13, il faut imaginer que, pour vous donner l'énormité du dossier, il a fallu 2 petits camions pour le déménager du nouveau palais de justice au vieux palais de justice quand on a préparé la cour d'assises. 2 petits camions. 2 camions de livraison pour un seul dossier. La gestion de ces attentats a donc eu effectivement des conséquences dans notre pratique, et je vais en venir à l'efficacité de façon plus précise et plus approfondie. Elle a eu des conséquences, bien sûr, puisque je vous disais, on a fait des retours d'expérience. On a donc effectivement corrigé un certain nombre d'erreurs qu'on avait pu commettre, notamment en matière de médecine légale d'identification de corps, puisqu'on avait eu des erreurs d'identification de corps suite aux attentats du vendredi 13, en matière de suivi des victimes et de prise en charge des victimes, puisque là aussi ça ne s'était pas très bien passé. On a surtout eu beaucoup de changements en ce qui concerne la politique pénale qu'on menait. Ces attentats du vendredi 13, en réalité, Charlie Hebdo et l'hypercachère avaient déjà ouvert les yeux. J'allais dire que Vendredi 13 a clairement montré qu'on était dans un changement total de dimension. Déjà, Charlie Hebdo, Vendredi 13 et l'hypercachère, c'était des attentats ciblés dont la matrice est la liberté d'expression et l'antisémitisme. Les cibles de Charlie Hebdo, c'est les cibles des frères Kouachi et d'Amélie Koulibaly, c'est Charlie Hebdo et c'est la communauté juive.
les cibles des djihadistes le vendredi 13 novembre, ce sont des signes indistincts dans lesquels, effectivement, on est victime à raison de ce que l'on est. Parce qu'on a effectivement le malheur d'être français ou de se trouver un soir en train de prendre un pot à la terrasse d'un café, ça suffit finalement à légitimer effectivement ce type de cible indistincte. Donc il y a un changement effectivement de paradigme. Et on a été amené à beaucoup réfléchir par rapport effectivement au caractère massif de ces attentats. Jusque-là, on poursuivait tous ceux qui avaient gagné la Syrie pour association de malfaiteurs terroristes simples. Donc 10 ans de prison. Il passait devant le tribunal correctionnel de Paris. Et après ces attentats, effectivement, on a beaucoup réfléchi et il y a une réflexion qui est venue, non pas du ministère, mais des procureurs de la section antiterroriste de Paris, qui a consisté à dire que le califat avait été fondé en 2014, je crois, de mémoire, juin 2014, qu'il y avait eu des appels au djihad armé pour tuer tous les Français où qu'ils se trouvent à l'automne 2014, et que finalement les djihadistes étaient passés à l'acte en janvier 2015 et surtout encore plus en novembre 2015. Et que donc, pour ces différentes raisons, on était fondé à penser que tous ceux qui avaient rejoint la Syrie à partir de début 2015, on avait mis ça à peu près à Charlie Hebdo, eh ben, avaient rejoint une organisation terroriste dont l'objectif et la finalité étaient de commettre des meurtres et des assassinats. Donc, à partir de ce jour-là, on a décidé, on l'a dit au ministère de la Justice, qui a enregistré, qui n'a pas cherché à nous empêcher de le faire, et qui a vraiment joué le jeu en nous donnant tous les moyens humains et matériels pour le faire. On a donc, à partir de ce jour-là, comme on a fait part au ministère, décidé de demander au juge d'instruction de criminaliser les poursuites engagées contre tous ces gens. Et avec ce changement de politique pénale, du jour au lendemain, on a eu une petite centaine de djihadistes français qui relevaient du tribunal correctionnel de Paris et qui se sont retrouvés du jour au lendemain justiciables de la cour d'assises, devant laquelle donc ils ont été poursuivis et punis, bien sûr, par des peines plus importantes. Il y a eu deux autres conséquences en matière de politique pénale et de façon de travailler. La seconde a été de judiciariser les femmes. On était, avant 2015, dans une approche très naïve qui consistait à reprendre un peu le slogan djihadiste chez Daesh. Il disait « l'homme combat, la femme conçoit ». Bon, avec ça, on se disait effectivement la femme est vouée à des tâches domestiques, culinaires, faire des enfants, donc on ne va pas vraiment s'intéresser à elle, jusqu'au jour où on a compris que les femmes pouvaient être parfois encore plus radicalisées que les hommes et parfois même encore plus dangereuses, avec notamment des exemples d'attentats ou de projets d'attentats. Je vous rappelle les bonbonnes de Notre-Dame ou les projets d'attentats dans les salles de spectacle parisiennes. Donc de ce jour-là, on a décidé là aussi de judiciariser les femmes et de les faire interpeller à leur descente d'avion chaque fois qu'elles revenaient en France pour les faire mettre en garde à vue et poursuivre chaque fois qu'on se trouvait face à des gens face à des femmes qui avaient rejoint volontairement dans une démarche radicalisée Daesh en Syrie pour effectivement épouser leur théorie, procréer et puis aussi participer de façon diverse aux tâches de l'organisation terroriste. Enfin, la dernière modification, et je pense qu'on en perçoit encore les fruits aujourd'hui, il faut s'en féliciter. On a, et ça je pense qu'on le voit bien dans le film avec Jean Dujardin sur les attentats de vendredi 13, on a assisté à un réchauffement et un rapprochement considérable des relations entre les services de renseignement, la police judiciaire et le parquet. Dans des conditions, moi, que je n'avais absolument pas connues lorsque j'étais arrivé au parquet de Paris en 2012. Et aujourd'hui, je pense que grâce à ces relations plus construites et plus étroites, grâce à la garantie qu'aujourd'hui un renseignement va être, notamment grâce à l'état-major qui existe au ministère de l'Intérieur, un renseignement en matière terroriste sera exploité immédiatement. On ne va pas attendre le week-end suivant ou le retour de vacances supérieures. Tout ça, milite quand même effectivement pour une efficacité beaucoup plus forte. Si on veut jauger l'efficacité, je pense qu'on peut la mesurer à l'aune de plusieurs critères. Il y en a beaucoup certainement.
de façon tout à fait arbitraire, j'en évoquerai trois. Le premier, je pense que c'est la menace terroriste. La menace terroriste, elle est toujours là. Je pense que notre pays ne s'en est jamais vraiment libéré, mais elle a évolué dans ses formes. On a coutume d'en distinguer trois. Il y a la menace projetée, donc ça c'est celle des attentats du vendredi 13, c'est celle qui consiste à avoir des attentats commis par des commandos projetés dans un pays alors qu'ils ont été entraînés à l'étranger. Ça, je pense que cette menace clairement est bien moins forte qu'il y a 10 ans compte tenu de l'affaiblissement de Daesh. La seconde menace, c'est ce qu'on appelle la menace téléguidée. C'est celle qui va consister à avoir des membres de communautés implantés à l'étranger venir téléguider des gens dans notre pays pour leur faire commettre des attentats. Ça, c'est une menace, je pense, qui est présente, notamment compte tenu de l'influence très forte d'une structure très malfaisante qu'on appelle l'EIK, l'État islamique au Khorasan, donc en Asie centrale, qui a une vraie capacité à téléguider effectivement des attentats comme ça, en utilisant les liens notamment au sein des communautés russophones, pour aller commettre des attentats à l'étranger. Et la troisième, qui est peut-être certainement la plus présente aujourd'hui, mais aussi malheureusement la plus difficile à détecter, c'est celle qu'on appelle la menace inspirée, dans laquelle un individu, souvent d'ailleurs individuellement, influencé par l'idéologie mortifère de Daesh, va passer à l'acte et commettre un attentat avec les moyens du bord, couteau, tout ce que vous pouvez imaginer. Cette réponse, elle est certainement présente, actuelle, et je disais difficile à détecter parce que ces gens-là ne sont pas forcément toujours connus des services de renseignement et en étant sous les radars, ça complique effectivement la tâche des services. Par rapport à cette menace, en termes d'efficacité, je pense que l'organisation des services de renseignement telle qu'elle est aujourd'hui, la garantie que les renseignements soient beaucoup mieux exploités dans le cadre de cet état-major permanent, fait que je pense que le risque est certainement moindre aujourd'hui qu'il y a plusieurs années. Et je reprendrai les propos des derniers ministres de l'Intérieur qui évoquaient, je crois qu'il évoquait le chiffre de 56 attentats, quelque chose comme ça, déjoués au cours des dernières années. Donc c'est quand même aussi le signe que les services de renseignement travaillent, font du bon travail et arrivent effectivement à déjouer beaucoup d'attentats. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce que j'appelle dans une exigence de sécurité qui est bien sûr tout à fait légitime pour des citoyens. Il ne faut pas non plus tomber, j'allais dire, dans l'excès inverse et dans ce que je qualifie moi toujours de mythe du risque zéro. Le risque zéro en matière terroriste n'existe pas et il n'existera jamais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer et effectivement ne pas oublier. Deuxième critère pour apprécier l'efficacité de la justice terroriste, c'est la réponse judiciaire. Je reviens au début de mon propos, paradoxalement, en matière terroriste, et je l'ai vécu pendant 7 ans à Paris, j'ai toujours eu tous les moyens dont j'avais besoin. Il suffit que je demande quelque chose pour l'obtenir à l'époque. Ce n'était pas le cas des autres contentieux. Et je pense qu'effectivement, la justice terroriste aujourd'hui a les moyens de fonctionner bien, aussi bien en termes matériels qu'en termes humains, avec des magistrats spécialisés, et aussi avec des enquêteurs spécialisés qui ont la capacité de conduire des enquêtes longues, complexes et de très grande qualité. Moi, j'apprécie surtout l'efficacité de la réponse judiciaire à l'aune des procès. Et je voudrais là-dessus rebondir, parce que c'est un exemple qui me paraît particulièrement éloquent, rebondir sur le procès qui s'est tenu pour juger les attentats de vendredi 13. Vendredi 13 n'a pas été le plus gros attentat terroriste en Europe, c'est pas celui-là, c'est Atocha en mars 2004 à Madrid. Par contre, c'est le plus grand procès terroriste et même plus grand procès tout court qui, je pense, n'ait jamais été tenu. 30 accusés, des centaines de parties civiles, une cinquantaine d'avocats de la défense, plus de 250 avocats des parties civiles, et je crois que je suis en dessous de la vérité, avec un procès qui, un peu comme dans un tunnel, a duré 10 mois. 10 mois. Ce procès, je pense qu'à son aune, on peut dire qu'effectivement, la justice française a été efficace parce que, d'abord, elle a su concilier les règles du procès équitable. L'objet premier d'un procès, c'est de statuer sur la culpabilité de quelqu'un. Tout en respectant cet objet premier,
la justice terroriste a su faire une place de choix et de premier plan aux victimes, et elle a su, pendant des semaines et des semaines, prendre le temps d'écouter toutes les parties civiles qui voulaient être entendues. Il n'était bien sûr pas question de faire parler ceux qui ne voulaient pas, et la justice a pris le temps, effectivement, de les écouter, et je pense que ça a considérablement aidé ces victimes à commencer leur travail de deuil et à amorcer, voire développer leur travail de reconstruction. Ce procès, je pense qu'il a été exemplaire, et il a été tellement exemplaire que moi, c'est du jamais vu dans ma carrière de magistrat, alors qu'il y a des peines extrêmement lourdes qui ont été prononcées. Il y a eu quelques acquittements partiels, mais il y a quand même eu une réclusion criminelle à perpétuité, peine incompressible, avec quelqu'un qui sortira a priori jamais de prison, et plusieurs réclusions criminelles à perpétuité. Il n'y a eu aucun appel. Aucun appel. Tout le monde a passé condamnation, comme on dit dans le jargon. Et ça, je trouve que c'est assez exemplaire. Donc, je pense que l'audience du procès V13, comme on dit aujourd'hui, montre effectivement que la justice française, si critiquée, si galvaudée, eh bien, quand on lui donne les moyens de bien fonctionner, elle est capable de bien fonctionner et de donner satisfaction. Et le dernier critère que je voudrais évoquer, j'en terminerai par là, pour ne pas être trop long, parce que je l'ai bien été, c'est le respect de l'état de droit. Et ça renvoie effectivement à ce que je vous disais au début de mes propos, c'est que l'efficacité de la justice française doit s'apprécier d'autant plus que cette efficacité se concilie avec le respect des libertés. Comme je dis souvent, personne ne veut voir instaurer la charia, mais personne ne veut voir non plus abolir ces libertés. Je pense que notre système, qui est certainement sur le plan répressif, législatif, l'un des plus efficaces au monde, et je pèse mes mots, je pense que c'est certainement un des meilleurs systèmes au monde en termes législatifs, le système français. Je pense que ce système a fait la preuve de son efficacité tout en sachant garder un équilibre qui lui permet de rester toujours dans le cadre de l'état de droit, même si c'est vrai, certaines sanctions ont beaucoup été aggravées, et même si c'est vrai, on est dans un droit pénal qui devient un peu un droit pénal de la dangerosité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on déborde largement, on s'intéresse bien sûr aux gens pour ce qu'ils ont fait, mais on s'y intéresse aussi de plus en plus pour ce qu'ils sont et pour le danger qu'ils représentent, y compris quand ils sortent de prison. Mais je pense que malgré tout ça, on reste dans cet équilibre et que notre pays est encore, et j'espère que ça durera, dans effectivement cet équilibre qui permet de concilier efficacité et respect des droits et des libertés fondamentales. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le procureur général. Avant de passer aux questions, je vous en prie, si vous voulez vous asseoir, vous avez 2 verres d'eau. Juste un témoignage, Monsieur le procureur général. Vous n'imaginez pas le bonheur que ça a été, qu'a été le mien depuis 1 heure, en tant qu'enseignant en droit, de vous écouter. Parce que quand on enseigne l'introduction au droit en première année, en ce moment, c'est pas simple. C'est pas simple, on nous renvoie constamment l'image d'une justice qui ne fonctionne pas, d'un État qui ne veille plus sur nos sécurités, sur nos tranquillités. Mais lorsque l'on laisse parler les gens qui connaissent un peu les dossiers, eh bien, on se rend compte que finalement, notre justice, ça ne dysfonctionne peut-être pas tant que ça. Et votre message, c'est un formidable message d'espoir pour les enseignants en droit, c'est un formidable message d'espoir pour nos étudiants. Non, notre justice n'est pas morte. Notre justice n'est pas morte, nous avons encore des gens qui tiennent les positions, qui sont là pour veiller sur notre sécurité, notre tranquillité. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, on le sait. Mais en tout cas, on a mis en place des procédures, on a mis en place des institutions qui nous permettent, en tout cas en ce qui concerne le terrorisme, eh bien, de se dire que oui, nous sommes peut-être plus en sécurité en France qu'ailleurs. En tout cas, merci, Monsieur le procureur général. Vous faites partie de ces sentinelles discrètes qui travaillent dans l'ombre, mais qui sont présentes et qui assurent notre sécurité du quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, la parole à l'Assemblée. Si j'ai été obscur ou confus sur certains points, non, je ne pense pas. C'est tellement agréable d'entendre quelqu'un parler d'un dossier qu'il connaît. Oui.
Bonsoir Monsieur le procureur, je vous remercie en tout cas pour votre témoignage. Je voulais savoir si vous avez pu subir des pressions politiques à certains moments, et notamment lors des procès du 13, et si oui, lesquels? Je vous remercie. Alors d'abord sur V13, moi j'y étais pas. Hein. C'est une de mes grandes frustrations, parce que j'avais quitté le parquet de Paris en 2018, donc j'ai pas pu participer au procès. Mais je l'ai quand même suivi de très près. Je vais vous répondre clairement. Moi, je n'ai jamais subi la moindre pression en matière d'enquête terroriste. Pourtant, comme je dis, j'ai travaillé avec 3 présidents de la République et 4 ou 5 ministres de l'Intérieur et 4 ou 5 gardes des Sceaux. Vous avez un principe aujourd'hui depuis 2013 hein, qui fait que la loi interdit au pouvoir politique de donner des instructions au procureur dans les affaires individuelles. Mais ça s'applique en matière de droit commun, comme en matière économique et financière, comme en matière de terrorisme. Donc, en matière de terrorisme, le procureur, il conduit son enquête de façon indépendante. Moi, je n'ai jamais eu à subir la moindre pression. Pour autant, j'étais dans un jeu, on va dire, un peu particulier, puisque donc à l'époque, j'étais procureur de Paris. Il y a des choses que moi, j'étais dans une fonction de direction et d'animation du parquet, et je me suis attaché, entre guillemets, à ce que les relations avec le politique se passent bien. C'est-à-dire que j'ai mis un point d'honneur, même s'il ne pouvait pas me donner l'instruction, vous allez comprendre pourquoi, une garde des Sceaux qui va assister à un conseil de défense à l'Élysée, et qui va se trouver à côté d'un ministère de l'Intérieur qui est bourré de renseignements et d'informations, il faut qu'elle ait un minimum d'informations sur l'enquête qui se passe. Qui va lui en donner? Ça va remonter par la chaîne. Donc moi, à l'époque des attentats, j'appelais systématiquement, j'avais 2 personnes que j'appelais tout le temps. C'était mon procureur général et la garde des Sceaux, que j'alimentais directement pour lui expliquer ce qui se passait, parce que j'estimais que c'était normal que, compte tenu de ses responsabilités, elle soit tenue au courant de l'évolution des investigations. Mais elle ne m'a jamais donné la moindre instruction que ce soit. Et j'étais aussi dans pas un jeu, parce que ça n'avait rien d'un jeu, mais dans une articulation assez particulière avec le ministre de l'Intérieur. Comme il y a 20 ans, je pense que dans un cas comme ça, le ministre de l'Intérieur aurait été en lien avec le garde des Sceaux, puisque le garde des Sceaux pouvait donner des instructions au procureur. Comme le garde des Sceaux donne plus d'instructions au procureur, avec qui le ministre de l'Intérieur se met en contact? Avec le procureur de Paris ou le procureur antiterroriste. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec Bernard Cazeneuve, que j'avais régulièrement au téléphone pour échanger, pour essayer d'aplanir des difficultés quand il y en avait, parce qu'il y en a eu forcément. Mais encore une fois, jamais, au grand jamais, je n'ai eu la moindre instruction de qui que ce soit, ni de Beauvau, ni de la place Vendôme, ni de Matignon, et l'Élysée encore moins. J'ai pas eu de relation avec eux, aucune. Donc vous voyez le président à des cérémonies, et je n'ai eu aucune relation avec eux. Donc j'ai travaillé véritablement en toute liberté, toute indépendance. Qu'est-ce que vous voulez que le syndicat de la magistrature vienne me dire en matière? Oui, non, mais je vois que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le syndicat de la magistrature donne pas de, hein? Non, moi j'ai jamais fonctionné comme ça. D'abord, je suis pas syndiqué, j'ai jamais été, et je suis jamais allé chercher des instructions là-bas. C'est pas son rôle d'ailleurs, hein. Alors, moi, pas directement, parce que, si vous voulez, moi, j'animais une équipe, hein, donc je n'étais pas en contact direct avec les terroristes. Maintenant, il est évident que quand vous gérez des affaires de ce type, la pression, elle va de soi. J'allais dire, puis la pression, vous la mettez tout seul, même en fait, hein, parce que vous sentez bien que la pression, elle est immense. Il y a de tels enjeux après des attentats pareils sur la réaction nécessaire de la société, des différentes institutions et des autorités, que vous avez en fait une pression considérable, parce que vous ressentez le poids de la mission que vous avez et le poids des enjeux qui pèsent sur vous. Et dire, vous avez intérêt à réussir. Hein. Donc la pression, elle est énorme. Hein.
Ça. Après, ça renvoie aussi à quelque chose qu'on connaît bien dans ces périodes de gestion de crise et qui font aussi que c'est aussi, je veux dire, ça fait aussi partie de l'apanage du chef, c'est que le chef, dans la gestion de crise, il doit avoir une gestion qui lui permette de retenir la pression sur les épaules et d'éviter de la mettre sur les subordonnés pour qu'ils puissent travailler le plus sereinement possible. Voilà. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Je pense que un bon chef, c'est celui, effectivement, qui va arriver à retenir la pression des autorités et du politique sur le dos pour que ses collègues puissent travailler tranquillement. Oui, mais vous l'avez bien connu en plus, donc je pense que c'est compliqué de répondre à cette question parce que quand on a créé le PNAT, aucune critique n'a jamais été faite sur le fonctionnement du parquet de Paris. Donc on pourrait effectivement se dire, alors à quoi bon créer quelque chose si on ne critique pas le modèle existant? Ce qui a été vendu à l'époque, c'était que le parquet spécialisé donnerait plus de temps au procureur national antiterroriste pour s'occuper uniquement du terrorisme. Ça, c'est vrai que moi, je ne faisais pas que ça. Hein. À l'époque où j'étais au procureur Paris, j'avais les COFI, j'avais le crime organisé, j'avais la cybercriminalité, j'avais plein de choses. J'avais le terrorisme. Il n'y avait pas de parquet, il y avait pas trop de parquets spécialisés à l'époque. Donc il y a ça. Je pense qu'il y a peut-être un effet de mode sur les parquets spécialisés. On en a eu en matière financière, on en a eu en matière... il y a des parquets des pays dans lesquels on les multiplie. Et puis, on me permettrait d'avoir un mauvais esprit. Je me demande s'il n'y a pas aussi derrière les créations de ces entités un phénomène de communication qui consiste à agiter le parquet spécialisé un peu comme une baguette magique. On voit très bien ça d'ailleurs avec le crime organisé. Quand vous analysez un certain nombre de discours politiques, vous vous rendez compte que le PNACO, ça va être un outil considérable pour mettre le crime organisé à terre. Bon, je ne suis pas persuadé que ça sera suffisant. Hein. Si ça suffisait, ça serait trop facile. Hein. Donc je me demande si ce n'est pas un peu tout ça. Je réponds à votre question. Il y avait une question. Ah oui, moi j'ai vécu sous protection policière pendant 7 ans, sans discontinuité. Oui, 2 mois après la Fermera, parce que 2 mois après la Fermera, il y avait eu des rumeurs de fatwa à la maison d'arrêt de Fresnes. Et en réalité, on n'a jamais pu lever l'hypothèse. On n'a jamais pu ni la confirmer ni l'infirmer. Donc on m'a dit que ça serait quand même raisonnable si j'acceptais la protection. Donc j'ai accepté. Oui, ben, moi, j'ai lu les mêmes choses que vous, donc logiquement, il doit être toujours au dossier de La Rochelle. Hein. Je pense que au parquet de La Rochelle, s'il y avait eu un changement d'orientation, je pense que le procureur de La Rochelle l'aurait dit immanquablement, donc ça doit être au dossier de La Rochelle. Mais vous savez, moi, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est pas parce que des faits ne sont pas qualifiés de terroristes que ce n'est pas des faits graves. Ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, l'affaire de La Rochelle m'a fait furieusement penser à quelque chose qui ressemblait vraiment beaucoup, qui s'était passé quelques jours avant les vacances de Noël 2014, avant les attentats Kouachi. À la mi-décembre 2014, on est avisé pour un automobiliste qui était à Dijon, qui monte sur une voiture avec un drapeau, on nous avait dit un drapeau de Daesh, et qui hurlant Allah Akbar, fonce sur les passants, en renverse plusieurs et en blesse plusieurs gravement. Et on a eu exactement la même question. Et on ne s'est pas saisi. On s'est rendu compte que ce monsieur avait fait une 40aine de séjours en hôpital psychiatrique en placement d'office et qu'il était mentalement complètement ravagé.
Ça signe, si vous voulez, la différence qu'il y a dans ce genre de dossier. On a quand même affaire à un public qui est un peu particulier, qui est souvent fasciné par l'ultraviolence et qui peut parfois aussi développer des troubles psychologiques. Et c'est un truc qu'on connaît depuis des années et des années. Et on a toujours, et le PNAT a fait comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'on essaie d'apprécier en réalité la proportion et l'importance des troubles psy. Si les troubles psy sont tels et tellement importants qu'effectivement on peut s'interroger sur le degré de discernement et d'équilibre de la personne, on ne va pas prendre. Parce qu'effectivement, ça vient quand même polluer cette finalité terroriste qu'on doit rechercher et démontrer. Si par contre vous avez des désordres psychologiques qui existent mais qui ne sont pas aussi graves que ça, dans ces cas-là, on prendra. On a toujours fait comme ça. Alors vous me direz que ce n'est pas une raison, hein, mais c'est très compliqué de faire la part des choses dans ces dossiers. Une limite à quoi ? Alors, oui et non. Alors, encore une fois, c'est pas parce que ça ne sera pas la justice antiterroriste qui se saisira que la punition ne sera pas aussi sévère qu'elle doit l'être. Hein. C'est pas parce que le PNAT ne s'est pas saisi qu'il ne sera pas puni très sévèrement, ce monsieur. Bon, on en reparlera quand le jugement se tombera. Hein. L'efficacité, après, je vais dire, les dossiers, il faut aussi toujours garder ça en compte, les dossiers sont en devenir. C'est-à-dire que le PNAT n'a pas pris, mais le PNAT est toujours en observation. Je vais vous prendre un exemple, tiens, pour vous montrer que la messe n'est jamais dite, en fait. Il faut suivre les dossiers. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques mois, il y a un chrétien d'Orient, un Irakien, qui a été tué dans son fauteuil roulant à Lyon. C'est une affaire qui a plusieurs mois. Le parquet antiterroriste s'est saisi il y a 15 jours. Peut-être 5 ou 6 mois après les faits. Tout ça parce qu'encore une fois, je vous dis, la messe n'est pas dite, tous les services travaillent, et si à un moment donné, il se trouve qu'on a des éléments nouveaux qui peuvent justifier la saisine du parquet antiterroriste, il se saisira. Il n'y a pas de complot, on ne cache rien, quoi. Mais on essaie de fonctionner sur des bases qui soient solides, parce que ça ferait désordre, si vous voulez, si on se saisit au terrorisme et qu'après la qualification terroriste vient être contestée, et comme elle est fragile, elle tombe. Ça ferait quand même un peu désordre. Hein. Donc c'est difficile et complexe. Écoutez, les politiques, elles sont toujours susceptibles d'amélioration, hein, parce qu'une politique pénale, c'est quelque chose qui doit évoluer en permanence et s'adapter aux réalités criminogènes du phénomène concerné. Hein. Moi, franchement, j'ai le sentiment que la politique pénale menée en matière de terrorisme, aujourd'hui, elle est quand même efficace. Hein. Alors, je ne vous dis pas qu'elle est sûrement pas parfaite, mais elle n'est pas naïve. On a beaucoup durci les régimes, on donne beaucoup de possibilités aux magistrats et aux enquêteurs. L'application des peines s'est beaucoup durcie. Vous pensez à quoi comme progrès ? Mais encore une fois, après les attentats de 2015, le coordinateur antiterroriste de l'Union européenne, M. de Kerchove, était venu nous voir de Bruxelles pour l'Union européenne et pour nous dire on est là, de quoi avez-vous besoin en termes d'outils pour mieux lutter. Et tout le monde lui a répondu en fait, on n'a besoin de rien, on a tout ce qu'il faut sur un plan législatif et politique pénale. À tel point d'ailleurs que l'Union européenne a souvent utilisé ce dont la France disposait pour améliorer les législations pénales des autres pays. Donc, encore une fois, ce n'est pas parfait, mais je pense qu'on est quand même dans le peloton de tête. Après, ça ne veut pas dire que, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attentat. Malheureusement, il y en a. Quand il y en a, on les vit très très mal. Je disais qu'un attentat, c'est toujours un constat d'échec pour tous les acteurs du contre-terrorisme. On le vit très mal. Hein.
Mais honnêtement, le système est quand même, je trouve, beaucoup plus efficace aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évoluer. Mais je pense qu'il faut quand même toujours garder cette idée d'équilibre. Parce que je ne veux pas faire de la sociologie de la police et du renseignement, parce que c'était comme ça, et que l'expérience démontrait qu'en réalité, on pouvait avoir tendance à ne pas partager suffisamment un renseignement, et on pouvait avoir des tendances, on appelait ça le fonctionnement en silo. C'est-à-dire que chacun, finalement, travaillait dans son silo et n'échangeait pas forcément avec les autres acteurs du renseignement sur ce qu'il avait. Et effectivement, ça a quand même été révolutionné le jour où Bernard Cazeneuve avait fait, je crois que c'est 2014, monsieur le préfet, ou 2015, les MOPT. Prendre la décision de créer un état-major permanent réunissant jour et nuit, 7 jours sur 7, le représentant de chaque service du premier cercle du renseignement. Voilà. Alors pourquoi? Parce que malheureusement, pourquoi on en a pris conscience en réalité? Parce que il y a un certain nombre d'attentats qui ont été commis et à propos desquels on a été amené à réfléchir et à penser. Moi, j'ai 2 affaires auxquelles je pense souvent là-dessus. Un meurtre sur les Champs-Élysées et l'assassinat du père Hamel. Je me suis toujours dit que dans un monde parfait d'échange de renseignements, si on avait tous bien travaillé, ces attentats n'auraient pas été commis. Donc, quand vous réfléchissez sur ces choses-là, ça vous amène à identifier des fonctionnements qui ne sont pas optimaux et à les corriger. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a une chaîne qui est beaucoup plus, un continuum, qui est beaucoup plus efficace qu'il ne l'était. Et ça, c'est un gage de plus grande efficacité. Et aujourd'hui, il va tellement loin qu'on dit d'habitude que le renseignement nourrit la justice. C'est vrai que le renseignement, ça doit servir à ouvrir des procédures judiciaires. Et ça doit irriguer la justice. Eh bien, c'est plus vrai aujourd'hui, parce que la justice peut aussi irriguer le renseignement. Aujourd'hui, un procureur antiterroriste ou un juge d'instruction antiterroriste qui, dans un dossier, tombe par exemple sur des conversations qui pourraient être utiles à un service de renseignement dans sa mission de prévention du terrorisme, il est autorisé, malgré le secret de l'instruction, à prendre ce renseignement et à le donner à la DGSI. C'est des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc il y a une sorte de cercle vertueux, si vous voulez, que la loi a mis en place et qui, là aussi, doit permettre d'être plus efficace pour contrer et éradiquer tout ça. Le procès le procès, franchement, c'est des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Parce que d'abord, vous avez une dimension immobilière. Il a fallu aménager une salle d'audience dans le palais de justice de Paris. La salle d'audience, ça a coûté des dizaines de millions d'euros. Ça a coûté des dizaines de millions d'euros, hein, ça c'est sûr. Après, vous prenez une cour d'assises avec une dizaine de magistrats qui vont traiter un dossier pendant 10 mois. Donc il faudrait s'amuser à multiplier les traitements, les greffiers, les forces de sécurité. Vous avez eu une mobilisation police, gendarmerie autour de ce procès. Là aussi, en termes d'ETP consacrés au procès, bon, moi, je veux dire, c'est des centaines et des centaines de millions d'euros, clairement. Hein. Clairement. Non, 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 non. Non, non, non. Au regard de ça, le budget des attentats, on avait pu le chiffrer. La police judiciaire nous disait que c'était à peu près, à vue de nez, entre 100 et 150 000 euros, le budget des attentats, le budget des terroristes. Hein. C'est pas beaucoup, mais c'est pas rien non plus.
Je commencerai par la fin. La menace djihadiste, elle est en train de métastaser, hein, notamment en Afrique, hein, parce que entre AQMI qui pousse partout, les Chebabs ils sont en train d'arriver au Mozambique, au nord de l'Afrique du Sud. Et Al-Qaïda et Daesh, franchement, et sur l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de quoi. Ça incite pas à l'optimisme. Hein. Plus ce qui se passe au Sahel. Bon, passons. Donc, votre question, c'est oui, le narcotrafic. Je me méfie, moi, toujours des je ne veux pas être trop sévère avec les politiques. Comparaison et pas raison. Le narcotrafic, c'est extrêmement grave. Terrorisme aussi. Le narcotrafic, comme le terrorisme, ça peut mettre en danger les fondements de l'État. Si vous avez un narco-État qui est infiltré dans l'État, ça peut être catastrophique. Pour autant, c'est deux phénomènes qui n'ont rien à voir. Hein. Désolé, c'est très différent. Hein. C'est très différent. D'abord, heureusement, les terroristes sont beaucoup moins nombreux. Hein. Les enquêteurs aussi. Les enquêteurs en matière de terrorisme, qu'est-ce que c'est? Ils sont 200 à la SDAT, ils sont 100 à la DGSI. On va dire vraiment enquêteurs spécialisés aujourd'hui purement de terreau. Il y en a quoi entre 300 et 400? Ça n'a rien à voir en termes de... Alors, oui, mais je pense que pour ce qui est du terrorisme, Daesh n'a pas eu besoin de trafiquer le Captagon pour gagner de l'argent. Hein. Le jour où Daesh a proclamé son califat, il a fait main basse sur le coton turc, sur le pétrole irakien et sur les réserves d'or de la Banque centrale de Mossoul. Donc franchement, je pense que le Captagon, ce n'est pas lui, c'est plutôt les sbires de l'État syrien. Hein. Non, qu'est-ce qu'il faudrait pour être plus efficace sur le narcotrafic? Moi, je pense que c'est des enquêtes longues, c'est des enquêtes qui sont complexes, c'est des enquêtes qui nécessitent d'arriver aux têtes de réseau, parce que sinon, on n'est pas efficace. Et c'est des enquêtes qui doivent véritablement arriver à confisquer les avoirs. Donc on ne sera pas efficace sur la saisie des avoirs et le blanchiment, on ne sera pas efficace sur la criminalité organisée. Les motivations sont complètement différentes. Hein. La motivation du crime organisé, c'est le terreau, c'est pas l'argent. Hein. C'est la déstabilisation de l'État et du pacte social. La motivation du crime org, c'est l'argent. Hein. Et il n'y a rien d'autre. Hein. Désolé. Donc il faut arriver effectivement à identifier les avoirs et à les confisquer. Tant qu'on ne fera pas ça, on n'y arrivera pas. J'ai pas tout entendu parler. Pour que tout le monde entende bien. Alors, est-ce qu'on vous a rapporté des évolutions dans les interactions des terroristes avec les juges, les négociateurs ou les avocats au fil des années, que ce soit au niveau de leur discours ou de leurs revendications? Ah, d'accord. Une fois que les terroristes sont retranchés, hein? Oui, ou même devant les juges, une fois qu'ils sont jugés, ou pour ceux qui ont participé au... Vous parlez des revendications des terroristes quand ils sont face à la police, c'est ça? Oui, ou pourquoi ils agissent. Pourquoi ils agissent, quels sont leurs buts, au final. Ça, j'allais dire, c'est toujours... Alors, ça dépend des formes de terrorisme, hein, bien évidemment. Plutôt des vous terroristes du djihadisme. Hein. Ouais, djihadistes, ouais. Le djihadisme. Le djihadisme, il est quand même très ciblé autour de la notion de djihad armé, qui consiste effectivement à vouloir utiliser le djihad armé pour imposer la charia et la substituer à la démocratie. Donc ça, c'est effectivement le thème de base dans toutes les revendications. Maintenant, ça peut être matiné de revendications qui peuvent être très différentes suivant la situation géopolitique. Regardez les terroristes de Charlie Hebdo, c'est ciblé sur la vengeance du prophète contre les caricatures. Charlie Hebdo, vendredi 13, vous avez un fonds de revendication
dans lequel les terroristes, en fait, ils vont exiger que le président Hollande arrête les bombardements et sorte de la coalition contre Daesh. Vous pouvez aussi avoir des revendications matinées, aujourd'hui, ça on rencontre aussi souvent, pro-palestiniennes. Donc tout dépend des époques et tout dépend aussi de l'organisation et puis de ce qui va se passer dans la tête des gens. Hein. En tout cas, on n'est plus du tout dans le schéma des attentats qu'on a pu connaître il y a 30 ou 40 ans, qui était beaucoup plus dans la prise d'otages, dans la négociation, qui consistait effectivement à détourner des avions, à prendre des otages, alors qu'aujourd'hui, le terroriste d'aujourd'hui, moi sur les dossiers que j'ai vus pendant 7 ans, tous ceux qui se sont trouvés dans ce cas de figure, ils avaient des revendications, mais on voyait bien que derrière la revendication affichée, en réalité, leur rêve, c'était d'affronter les services de police et de mourir en martyr, hein, pour aller au paradis. La finalité ultime, c'était celle-là. Bien. Merci, monsieur le procureur général. Merci beaucoup. Malgré tout, quand on entend un tel discours et une telle conférence, eh bien, je pense qu'on continue à être fiers de l'État français et de nos institutions. Merci. Merci à vous de votre présence nombreuse. Hein. Franchement, ça nous touche. Hein. Je vous rappelle que nous avons tout un cycle de conférences qui se déroule sur l'année, hein, et vous êtes bien sûr les bienvenus à chacune de nos conférences. Mais ce soir, on peut dire, monsieur le procureur général, que c'était une assemblée nourrie. Merci, monsieur le préfet, de votre présence, et bonne soirée.